Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre 19h, voici le sommaire de ce jeudi 25 avril. Comme l'an dernier, au bout d'une intense bataille, la Roca Team s'est inclinée lors de ce fameux Game 1 à Gaston Médecin. Résumé de cette rencontre face à Fenerbahçe à suivre dans ce journal. Nous recevrons également dans quelques instants notre expert basket, Ali Traoré. Et puis nous nous intéresserons aux nombreux établissements de la Société des Bains de Mer qui vont accueillir les spectateurs des épreuves automobiles. Le but, leur faire vivre une expérience inoubliable sur le circuit. Julien Munoz, le directeur marketing de la SBM, sera notre invité. Les Ballets de Monte-Carlo présentent jusqu'au 28 avril un spectacle sur pointe, pas comme les autres. Le Grimaldi Forum accueillait hier soir la première représentation de To The Point qui a fait, vous le verrez, sensation. Comme chaque année, le musée océanographique organise diverses animations durant les vacances de printemps. On vous emmènera les découvrir à la fin de cette édition. Mais nous débutons ce journal avec la visite ce matin du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur en la personne de son vice-président Jean-Pierre Serrus. Lors de cette réunion au ministère d'État, les deux partenaires de proximité ont pu échanger sur des thématiques communes liées au transport et au développement de la desserte régionale de la SNCF. Je vous propose d'entendre à ce sujet Pierre Dartout, Jean-Pierre Serrus et Céline Caron. Ils sont au micro de Christine Datomel. Ce qu'on souhaite et ce que nous souhaitons en commun avec la région, c'est d'abord une amélioration, et nous avons des perspectives très favorables, une amélioration très nette de la desserte ferroviaire de Monaco par la SNCF et par les autres sociétés qui interviennent. Et nous avons enregistré déjà des progrès importants en la matière et nous allons continuer à favoriser cette amélioration. D'abord, il y a la relation entre les autorités organisatrices que nous sommes et l'opérateur qui est la SNCF. Et là, nous sommes sur la même longueur d'onde. Nous sommes très partenaires dans la façon dont nous allons encore demander à la SNCF et à ses filiales d'améliorer la situation. Ponctualité, régularité. Puis nous travaillons ensemble. Nous avons d'ailleurs pris la décision de le faire régulièrement pour améliorer à la fois la capacité de transport par le ferroviaire qui est la colonne vertébrale de nos systèmes de mobilité, ici bien aussi dans la principauté de Monaco que dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans son ensemble. Et donc c'est là aussi ensemble que nous allons partager à la fois nos projets et puis, nous l'espérons, les solutions. On ne construit rien tout seul, nos territoires sont imbriqués. Le travail collaboratif de ce matin nous a vraiment permis de savoir où la région en était, de prendre la mesure du partenaire que nous sommes et surtout de se mettre d'accord sur des points de rendez-vous tous les trimestres pour travailler en équipe. Dans les premiers mois à venir, déjà une amélioration du service. Nous l'appelons de nos voeux et nous ménageons pas nos efforts depuis les dernières séances publiques où nous avions fait état de notre situation. Donc le service va s'améliorer, nous cherchons tous les moyens et nous mettons les moyens pour que ça s'améliore immédiatement. Mais ce qui nous importe aussi, c'est de construire l'avenir et l'avenir avec les nouvelles connexions, de faire en sorte que d'expliquer aux gens ce que nous construisons et comment nos financements sont utilisés, tant pour la région que pour la principauté. Nous vous l'avions annoncé ce lundi, Roland de Rechnevsky est décédé. Il était le directeur de la compagnie des autobus de Monaco et consul honoraire du Vietnam depuis 2014. Le gouvernement princier tient à lui rendre hommage et rappelle que la principauté perd l'un de ses loyaux serviteurs. Le personnel de la CAM souhaite aussi exprimer sa gratitude à son directeur par une action sonore coordonnée de quelques secondes à l'issue de la cérémonie d'obsèques. Elle aura lieu demain, le 26 avril, à l'église Saint-Charles. Ouvrons une page de sport avec du basket. Monaco s'est fait surprendre hier soir à Gaston Médecin à l'occasion du match 1 des quarts de finale des playoffs d'Euroleague. La Roca Team a perdu après prolongation 95-91 face aux Turcs du Fenerbahçe Istanbul. Regardez le résumé de la rencontre, il est signé Frédéric Elion et Alexandra Marangoni. Ça devient décidément une mauvaise habitude. Comme l'an dernier, la Roca Team s'est fait surprendre à domicile mercredi soir lors du match 1 des quarts de finale de play-off d'Euroleague face à Fenerbahçe.
Monaco perd l'avantage du terrain à l'issue d'une rencontre que les Monégasques ont maîtrisée avant de s'écrouler. La Roca Team affiche pourtant un visage play-off dès les premières possessions. Ça défend très fort et Monaco déroule son jeu de transition. 14-4 après 5 minutes, l'écart monte même à plus 14 dans le deuxième quart-temps. Les Monégasques livrent une copie quasi parfaite en première mi-temps avec seulement 2 ballons perdus, une défense hermétique, 37 points encaissés, 46-37 à la pause. Dès le retour des vestiaires, le vent tourne, jusqu'alors maladroit longue distance, le Fener enquille les 3 points. Guduric, Ice Davis, les Turcs profitent de la panne offensive monégasque, 4 points en 6 minutes 30 pour passer devant. À 4 minutes 30 du buzzer, Monaco a 9 points d'avance, mais Tyler Dorsey, 13 points, plante 2 gros tirs longue distance consécutifs. Ice Davis sort de sa boîte dans le Money Time, un N1, et voilà le Fener à plus 4, 1 minute 30 à jouer. Blossom Game répond avec un gros tir à 3 points. Calates tremble ensuite sur la ligne des lancers francs, 81 partout, prolongation. Un extra time que les Turcs vont bien mieux négocier, un 13-5 pour démarrer, avec ce tir du facteur X du match, Nathan Sestina, 16 points à 4 sur 5 à 3 points. 95 à 91, Monaco laisse filer le match 1. I feel like we gave the game away. We kind of had a control for most of the game, and they just played more solid in the second half, and that brought for them a win. I think we were not consistent enough offensively and defensively. I think they played better in the second half. That it happens. It's I assume it's going to be a long series, so. It's not the end of the world. Last year we lost the first game in a worse way. We got destroyed here at home. We have to watch the film, do adjustments, and be ready for the next one. Dos au mur, la Roca Team doit impérativement remporter le match de vendredi soir pour se relancer dans la série. Et pour analyser un peu plus en détail cette rencontre, accueillons notre expert basket sur Monaco Info, Ali Traoré. Il est interrogé par Frédéric Elion. Bonsoir Ali Traoré. Bonsoir. Ali, comme l'an dernier, Monaco a laissé filer le match 1 à domicile avec cette défaite 95 à 91 après prolongation face à Fenerbahçe. Évidemment, ce n'est pas la meilleure façon de démarrer la série. Comment est-ce que vous analysez cette défaite ? Il y a beaucoup de déceptions sur cette défaite parce que clairement, le match était dans les mains monégasques. Jusqu'à encore 4 minutes et des poussières, la Roca Team était à plus 9. Donc on pouvait se dire que le match serait géré de façon sereine pour finir le match, mais malheureusement il y a des décisions qui m'auraient laissé assez circonspect, des arrières qui sont partis sur des tirs un peu folklore, et après c'est l'Euroleague, c'est Fenerbahçe, ça n'a pas pardonné, chaque erreur se paye cash, on le sait en Euroleague, et pour le coup là les erreurs ont été payées très très cash. Cette défaite signifie que Monaco perd l'avantage du terrain, ça veut dire que la victoire, elle est impérative vendredi soir pour rester en vie ? Oui, alors là, clairement, ce vendredi, c'est victoire obligatoire, parce que sinon, honnêtement, je vois pas comment Monaco pourrait gagner 2 matchs à Fenerbahçe, ça me paraît absolument impossible. Donc, il faut rééquilibrer le bilan, là, avec un partout dès vendredi, et après, on peut clairement se dire, à l'image de la saison dernière à Tel Aviv, que Monaco peut partir avec une victoire à Istanbul. En tout cas, pour l'instant, Fenerbahçe, eux, ils sont dans leur objectif, ils ont une victoire à Monaco. Ils ont surpris Monaco en jouant small ball notamment. Quels ajustements il faudra faire selon vous pour égaliser un match partout ? Ils ont surpris Monaco. Je suis surpris que Monaco soit surpris, parce qu'à partir du moment où Jonathan Motley n'était pas présent, on sait que derrière, Papagiannis n'a pas du tout Papagiannis n'a pas du tout la confiance du coach. Sertac Sandy, c'est une cible en défense, on l'a vu, beaucoup de ballons ont été donnés à Moteunas et il a eu des problèmes de faute. Je me suis dit que forcément, ils vont jouer small ball. Donc, les ajustements, ce sera de quand même réussir à garder un grand sur le terrain parce que pour pouvoir justement punir le fait qu'il joue petit. Après, le problème, il est défensif parce que du coup, le 5 majeur de Fenerbahçe est très mobile et les 5 joueurs sur le terrain peuvent chuter à 3 points. Donc, clairement, je pense forcément un petit peu à Dante Hall qu'on n'a pas beaucoup vu.
peut-être à Mamjaïté, mais en tout cas, il va falloir garder des grands sur le terrain. Moi, je suis persuadé, ça peut être une des clés. Si on enlève justement, Ali, Dante Hall qui a joué 7 minutes 40 et Mathieu Strazel qui a passé à peu près 4 minutes sur le parquet, Sacha Obradovic a donc joué avec 7 joueurs. On sait que le coach serbe est plutôt un adepte des rotations limitées dans ce genre de match important. Mais est-ce que selon vous, le coach devrait donner un peu plus de minutes à d'autres joueurs lors du match 2? Vous avez notamment évoqué le cas de Mamjaïté. Parce que sinon, de toute façon, moi dans ma tête, cette série elle sera longue. Voilà, mon pronostic c'est Monaco en 5 matchs. Je m'en suis pas caché. Et clairement, les joueurs pourront pas tenir s'ils jouent autant de temps de jeu. De toute façon, on l'a vu à la fin du match. Moi, j'ai vu des joueurs un peu fatigués qui ont perdu de la lucidité, qui ont commencé à balancer des tirs un peu n'importe comment à la fin. Alors que en face, c'était beaucoup plus contrôlé. Mais je tiens à dire que Fenerbahçe aussi a une rotation très 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 courte. Il y a 5 joueurs qui ont joué énormément, avec des petits apports de certains joueurs un peu partout comme ça. Mais les 2 coachs ont une rotation très serrée. Et à mon sens, ils seraient bien avisés d'utiliser un peu plus leur banc, l'une équipe comme l'autre. Rallier le Final Four en perdant le match 1 à domicile, Monaco l'a déjà fait l'an passé. Vous pensez que Monaco a toutes les armes pour rééditer l'exploit cette année et donc aller gagner un match à Fenerbahçe, qui, on le rappelle, est la meilleure équipe d'Euroleague à domicile? Bien sûr. C'était le cas aussi, elles ont gagné avec le Maccabi Tel Aviv, qui avait perdu de mémoire que 2 matchs. Mais ça passe par une victoire demain, en fait. Voilà, tout ça sera conditionné par le fait que Monaco rattrape son erreur du match 1 en gagnant demain. Donc, une fois que si la victoire est là demain, alors là, je suis 100% confiant que Monaco pourra repartir avec une victoire d'Istanbul le plus rapidement possible. Allez, on vous prend au mot, Ali. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Et puis, rendez-vous vendredi soir pour voir ce que va donner ce match 2 capital. À vendredi soir et taguez-mounez-vous! Merci à vous Frédéric Elion pour cet entretien et pas le temps de gamberger puisqu'il faut déjà basculer vers le match 2 qui aura lieu ce vendredi à 19h à la salle Gaston Médecin. Hier soir était une belle soirée pour les supporters des équipes monégasques puisque l'ASM FC avait aussi un match au Stade Louis II. Et dans ce choc pour la Ligue des Champions, c'est Monaco qui a pris le dessus sur Lille et l'emporte 1-0. Les Monégasques se sont en effet montrés patients avant de faire la différence en seconde période grâce à un but de Youssouf Fofana. L'ASM FC est solidement installé à la 2e place et fait un grand pas vers la C1. Prochain match pour les Rouges et Blancs ce dimanche 28 avril à 19h. Ils se mesureront à l'Olympique Lyonnais au Groupama Stadium. Tous les établissements de la Principauté sont en ordre de bataille pour accueillir la toute première épreuve automobile de la saison. Le 7e e-Prix de Monaco aura lieu ce samedi 27 avril et il est l'occasion pour la Société des Bains de Mer de faire le plein dans tous ses établissements. Ce soir, nous accueillons sur Monaco Info Julien Munoz pour nous parler de toute la stratégie marketing qui a été mise en place pour proposer les plus belles expériences aux clients durant les Grands Prix. Bonsoir à vous. Bonsoir Julia. Rappelez-nous les liens forts qui existent depuis de très nombreuses années entre la Société des Bains de Mer et le Grand Prix. Les liens, je dirais, sont même historiques, puisque au-delà d'être forts, ils sont à la genèse du Grand Prix de Formule 1 à Monaco en 1929. La SBM était l'un des membres fondateurs, on va dire, et financier des grands travaux qui ont eu lieu à l'époque pour réaliser ce Grand Prix, et un apport logistique aussi remarquable. 90 ans plus tard, on est toujours un grand partenaire évidemment de l'Automobile Club de Monaco et fier également d'être dans le panorama de ce Grand Prix historique. Vous vous occupez personnellement de toute la partie marketing. Quelle est la stratégie la plus adaptée finalement à ce type d'événement ? Alors la stratégie, elle va être très claire pour nous. En fait, c'est un événement de renom, c'est un événement dans lequel on peut faire rayonner la SBM mais aussi proposer à nos clients des expériences extraordinaires. Et donc on a plein de choses à proposer à nos clients. On essaie aussi de se diversifier chaque année, soit en apportant de nouveautés dans la partie de nos hôtels ou alors dans notre restauration. Les grands faits marquants de l'année seront évidemment un café de Paris renouvelé et un restaurant Amazonico sur le rooftop qui seront aussi de nouveaux points de vue pour le Grand Prix. À cette occasion, quel message fort désirez-vous faire passer et quel visage finalement vous voulez montrer de la SBM ?
Toujours le même, faire rêver nos clients, c'est la maxime depuis le début de notre fondateur, Monsieur Blanc. Et l'idée, effectivement, est de continuer à perdurer dans cette tradition. On a encore une fois de magnifiques produits à proposer à nos clients, des hôtels qui sont fraîchement rénovés sur la place du Casino. J'en profite aussi pour préciser que l'hôtel de Paris a été récemment récompensé de 3 clés au guide Michelin. Donc c'est une toute nouvelle nomination. C'est le seul hôtel monégasque. Il y en a aussi 24 seulement en France qui ont eu droit à cette récompense. Donc on est très fiers de ça. Et puis effectivement, toute notre proposition à la fois de restauration sur nos terrasses, qu'elles soient sur l'hôtel Hermitage avec le pavillon, les terrasses du Midi, mais aussi évidemment sur l'hôtel de Paris avec nos différentes terrasses de la Salle Empire, du Louis XV et également de M. Chérif. Et puis, comme je disais aussi, la nouveauté cette année, c'est surtout le Café de Paris qui va pouvoir, pour une première, avoir une vue différente depuis le premier étage, tout fraîchement rénové, comme vous le savez. Et puis également donc, le rooftop d'Amazonico auquel on se situe ce soir, qui offrira aussi à nos clients une expérience toute nouvelle pour le Grand Prix 2024. La première épreuve automobile va débuter ce samedi 27 avril avec le e-Prix de Monaco. Comment se met-on en ordre de marche avant de telles échéances sportives? Je suppose que tout est préparé bien en amont. Oui, nous, le Grand Prix, c'est quelque chose qui nous occupe toute l'année, en fait. Et le e-Prix est une opportunité aussi de mettre à disposition d'une toute nouvelle compétition qui a 7 ans maintenant, un savoir-faire de plus de 90 ans. Et en effet, c'est une bonne mise en marche pour être prêt également pour la grosse activité du Grand Prix F1 qui aura lieu fin mai. On a parlé un petit peu de l'offre de restauration. Quelles sont les offres de la Société des Bains de Mer en termes d'hébergement pour les différentes courses ? Alors là, tous nos hôtels sont mis à contribution évidemment sur les 3 courses. Le GPF1 étant évidemment le point ultime en termes d'occupation. Donc nos hôtels sont mis à contribution et vont faire 100% de taux d'occupation, notamment sur le GPF1. Et pour ça, on s'organise aussi à faire en sorte que, indépendamment du volume de clientèle qu'on va recevoir, on garantit toujours un niveau de service qui est évidemment dans l'excellence. Et donc pour mesurer et contrôler nos flux aussi, on va imposer quelques standards de séjour qui vont être des nuitées minimum, donc 4 jours, 4 nuits sur le Grand Prix F1, 3 nuits sur le Grand Prix historique cette année et 2 nuits sur le e-Prix. Vous proposez également des expériences inédites et exclusives à vos clients pour qu'ils puissent profiter au maximum de ces événements sportifs hors du commun. Avez-vous quelques exemples à nous donner ? Oui, le casino aujourd'hui est l'endroit dans lequel nos grands clients casinos vont avoir l'opportunité de vivre une expérience encore plus exclusive avec la mise à disposition de lieux qui ne sont pas normalement exploités le restant de l'année, comme la terrasse du Président avec une vue fantastique sur la montée d'Ostende et puis également donc, les jardins du Bouddha-Bar dans lesquels on va organiser un pique-nique pour nos grands joueurs également. On monte également une tribune dans le virage du Fairmont et puis toute une série de conciergeries et de produits permettant effectivement à nos grands joueurs de circuler sur l'ensemble du territoire et du resort pour profiter de différentes prises de vue sur le Grand Prix. Comme chaque année, on attend évidemment beaucoup de monde pour ces épreuves automobiles. Beaucoup de réservations ont, je suppose, déjà été faites. Quelle clientèle avez-vous ciblée et avez-vous déjà une tendance en termes de fréquentation ? Alors pour le Grand Prix, en fait, finalement, c'est plutôt la clientèle qui nous cible, plus que nous qui la ciblons. On a une demande qui est extraordinaire. On ne peut pas répondre à toutes les demandes, malheureusement, sur le Grand Prix. Mais aujourd'hui, la clientèle qui est la plus présente sur le site lors du Grand Prix, ce sera la clientèle américaine et britannique en priorité. Et effectivement, ce sont des clients qui reviennent chaque année. Ce sont des vrais passionnés du sport automobile. Et c'est un endroit et un moment de l'année aussi pour voir et également être vu. Merci à vous, Julien Munoz, d'avoir été présent sur Monaco Info et bonne chance pour le rush qui arrive avec les différentes épreuves automobiles. Merci beaucoup, merci à vous, bonne soirée. Pendant cette période de vacances, les ballets de Monte-Carlo proposent un spectacle inédit qui s'intitule To the Points, une soirée qui mêle esthétique et haute technicité. 3 pièces, 3 chorégraphes pour mettre en lumière tout le potentiel des danseurs. Notre journaliste José Sacré faisait partie des heureux spectateurs. Reportage.
Au Grimaldi Forum, jusqu'au 28 avril, les Ballets de Monte-Carlo proposent un nouveau spectacle à couper le souffle de beauté, de rythme et d'émotion. 3 pièces regroupées sous le titre générique de To the Point. L'idée, c'est de montrer, avec 3 pièces radicalement différentes, de quelle manière on peut se soucier de rendre une dimension contemporaine à la danse dite académique. Alors, il y a 3 pièces. La première, c'est celle de Christopher Wheeldon qu'on présente pour la première fois. C'est lui qui a fait l'Américain à Paris, qui est venu d'ailleurs au Châtelet et qui l'a recréé à Broadway. C'est lui qui vient de faire la grande comédie musicale sur Michael Jackson qui fait un carton. Et cette pièce-là, Golden Hours, c'est un bijou d'élégance, de raffinement. C'est quelque chose d'extrêmement délicat où vous allez voir la qualité des danseurs dans ce type de répertoire qu'on voit moins souvent au Ballet de Monte-Carlo et qui nous fait prendre conscience à quel point quand même les danseurs des Ballets de Monte-Carlo sont tout à fait exceptionnels. Sur la deuxième pièce, j'ai demandé à Sharon Eyal, qui est la star de la danse contemporaine, qui est une femme absolument formidable, qui fait des ballets très très étonnants, très déconcertants, d'ailleurs sur une musique techno. Et je lui avais demandé à l'origine de les mettre sur pointe. Alors, elle n'a pas réussi à les mettre sur pointe, mais ils sont 30 minutes sur demi-pointe, ce qui est l'équivalent de la pointe pour un danseur, dans une forme contemporaine qu'elle a complètement adaptée aux danseurs des Ballets de Monte-Carlo. Et la rupture entre la pièce de Wheeldon et la pièce de Sharon est sidérante et il est difficile d'imaginer que ce sont les mêmes danseurs qui font ces 2 pièces qui ont pour particularité d'être quand même énormément sur la pointe ou la demi-pointe. Et puis on finira avec Paysage, Vers un paysage, qui est un ballet emblématique des Ballets de Monte-Carlo que j'ai créé en 1995. Mais là, il y a un événement particulier ce soir, c'est que c'est la première fois en 30 ans que je le fais avec l'orchestre. Gareth Kist, qui est à la baguette, a fait un travail formidable avec les musiciens et je dois dire que ça donne à Paysage une puissance qu'on a rarement eue, et Paysage étant un peu la synthèse, pour moi, du travail de Sharon et du travail de Wheeldon, c'est-à-dire quelque chose qui lie évidemment en une certaine partie la forme classique, la forme académique, comme on a chez Wheeldon, mais par ailleurs, cette puissance qu'il y a particulière à la danse contemporaine, ancrée dans le sol, et la synthèse finalement se fait avec Paysage. Donc. Un spectacle à retrouver jusqu'à ce 28 avril à la Salle des Princes du Grimaldi Forum. Vendredi et samedi, les représentations se tiendront à 19h30, mais celle du dimanche, la dernière, débutera, elle, à 15h. Pendant les vacances scolaires, nous essayons toujours sur Monaco Info de vous proposer des idées de sortie pour vous et pour vos enfants. Aujourd'hui, nous prenons la direction du musée océanographique où plusieurs animations plongent les visiteurs dans le monde marin. Christine Datomel et Julien Logier sont allés pour vous les découvrir. Jusqu'au 6 mai, le musée océanographique vous embarque pour une aventure polaire et méditerranéenne, 2 mondes qui seront explorés grâce à des animations qui plongeront les visiteurs au cœur de l'océan et de ses merveilles, comme l'animation immersive qui connaît un fort succès. Là, c'est des masques de réalité virtuelle et vous êtes en fait la caméra dans des documentaires animaliers du musée océanographique. Donc on est parti dans plusieurs missions, une aux Philippines dans un récif corallien pour étudier les tortues, une où on a demandé à des apnéistes de nous emmener voir des grands cétacés, enfin on en a plusieurs aussi sur les phoques de Madère, sur plein de petits trucs sympas. Donc là c'est une expérience amusante, vous êtes la caméra, vous pouvez regarder partout. Bon, le seul défaut c'est que vous ne pouvez pas nager, il y a des gens autour, hein, c'est dangereux pour eux, et vous ne pouvez pas vous lever, évidemment. Mais sinon, en général, ça plaît bien aux enfants aussi. Et si ça plaît bien aux enfants, les stages de 4 ou 5 jours qui leur sont dédiés durant ces vacances scolaires les séduiront quant à eux totalement, tout comme le plongeon au cœur de l'Arctique et de l'Antarctique qui leur est proposé à eux, mais aussi aux adultes, avec la grande exposition Mission Polaire qui a déjà rassemblé plus de 1 million de visiteurs sensibilisés à la fragilité des pôles. Vous l'aurez compris, le musée océanographique charme ses visiteurs par la diversité de ses animations, l'Escape Game qui permet de monter à bord du Princesse Alice II, le célèbre bateau laboratoire du Prince Albert Ier continue de séduire les amateurs d'énigmes, tout comme l'activité phare du musée qui propose d'approcher les animaux du bord de notre belle Méditerranée, des rencontres qui marquent les petits mais aussi les plus grands. Son vrai nom, l'holothurie, c'est un détritivore très efficace. Il colle sa bouche sur le fond et en fait il aspire le sable. Et il digère la vase, le caca, les cadavres, le vomi, les bactéries, tout ce qui traîne là-dedans. Et après, comme il digère pas le sable, il fait caca des petites pelotes de sable propre. Donc on en voit toujours partout.
Là, si tu cherches, il y en a partout, en fait, c'est eux qui les font. Très vite, elles se désagrègent, ça refait une couche de sable. C'est eux qui maintiennent le sable hors vase dans la mer. Et donc, vous en verrez dans tous nos aquariums. Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans cette animation ? Alors c'est le contact direct avec des choses que d'habitude on voit que dans des bassins, dans les aquariums. Là, le fait de pouvoir les approcher, les toucher, avoir les explications d'un soigneur qui sait de quoi il parle, c'est quand même beaucoup plus interactif et puis c'est ludique. Donc c'était vraiment très très intéressant. Et toi, qu'est-ce que tu as préféré ? Le concombre de mer. Alors pourquoi ? Parce que quand on le prenait sur la main, on sentait ses ventouses. Et quand on touchait, c'était une matière qu'on ne connaissait pas forcément à toucher. Et toi ? Moi j'ai bien aimé la tomate, la tomate parce que c'est on dirait un petit peu un flan au toucher, c'est vraiment tout doux et ouais, c'était bien. Et vous avez appris de nouvelles choses, monsieur ? Oui, absolument. On a appris plein de choses différentes, c'est des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne fait pas tous les jours et qu'on ne voit pas tous les jours. Donc c'est vrai que c'est intéressant de le faire, c'est vraiment très sympa. Et puis avant de quitter le musée, pensez surtout à monter sur la terrasse pour partir à la rencontre des géants de glace, une exposition temporaire de Michel Bassompierre qui met en lumière les espèces des pôles. Ours polaires et manchots empereurs vous accueilleront jusqu'au 6 octobre. Faisons le point sur vos prévisions météo de ce vendredi 26 avril avec malheureusement le retour de la pluie. Bonsoir à vous, Christinda. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Effectivement, vendredi, le temps sera couvert le matin et des averses sont à prévoir l'après-midi. Le climat sera frais, des températures comprises entre 10 et 14 degrés. Demain, nous fêterons les Halidas. Les vacances au musée océanographique entre le bassin tactile, la réalité virtuelle ou encore les expositions sur le monde polaire, ce sont les clichés que vous propose ce soir notre photographe Étienne Dang. C'est déjà la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi sur Monaco Info. Demain, c'est Patricia Navarro qui sera à la présentation de ce journal. Pour ma part, je vous retrouve ce lundi sur notre antenne. À très vite.